Merci de suivre la chaîne 52. Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver pour la dernière édition de Metro News pour la semaine. À la une de ce vendredi, après sa participation au sommet Canada-CARICOM à Ottawa, le Premier ministre Ariel Henry a pris le chemin du Mexique où il participera les 21 et 22 octobre à un sommet sur le développement et la migration. Près de 2500 armes à feu de la police ont été déclarées perdues ou volées entre 2012 et 2023. C'est ce qu'a révélé les membres du groupe d'experts créé par le Conseil de sécurité de l'ONU dans leur rapport rendu public cette semaine. Les sanctions internationales prises à l'encontre de certaines personnalités haïtiennes, notamment des responsables de banques, peuvent avoir de graves conséquences sur l'économie haïtienne, selon l'entrepreneur Schiller Mésidor et spécialiste sur les systèmes bancaires. Il sera notre invité à ce journal. Chef, bonsoir, bienvenue au développement de ce journal. Et comme on le disait en titre, la délégation haïtienne conduite par le Premier ministre Ariel Henry a quitté Ottawa ce vendredi pour se rendre à Palenque dans l'État de Chiapas au Mexique. Le Premier ministre a répondu à l'invitation du président mexicain Andrés Manuel López Obrador pour participer les 21 et 22 octobre 2023 à un sommet sur le développement et la migration. Ce sommet réunira des chefs d'État et de gouvernement des pays de l'Amérique latine et des Caraïbes. Le territoire de ces pays sont utilisés constamment par les migrants et constituent les principales routes migratoires allant de l'Amérique du Sud vers l'Amérique du Nord. Selon la primature, le Premier ministre plaidera pour des investissements massifs dans les pays d'origine des migrants en vue de leur offrir un avenir et une espérance chez eux pour combattre la misère et favoriser la création de richesses et d'opportunités. Ce sommet intervient dans un contexte où beaucoup de migrants haïtiens se rendent au Mexique pour y vivre ou tout simplement comme pays de transit vers les États-Unis d'Amérique. Les pays invités sont tous concernés par la question de la mouvance de la migration dans les régions des Amériques et des Caraïbes. Il s'agit de Belize, Colombie, Costa Rica, Cuba, Équateur, El Salvador, Guatemala, Haïti, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama et Venezuela. Les réactions se multiplient après l'arrestation de Joseph Félix Badiou. L'ancienne première dame Martine Moïse sur son compte X, anciennement Twitter, déclare prendre acte de l'arrestation et affirme que pas été franchi dans l'enquête sur l'assassinat de son mari. Elle a ajouté que les criminels sont toujours en liberté. Son avocat, pour sa part, demande aux autorités haïtiennes de traiter Badiou avec humanité. Pour sa part, Pierre Espérance, le coordonnateur du Réseau national de défense des droits humains, considère que l'arrestation de Joseph Félix Badiou représente un grand pas dans l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Il soutient que Badiou a joué un rôle central dans la planification et la coordination de l'assassinat du président. De son côté, l'ancien Premier ministre Claude Joseph estime que l'arrestation de Badiou marque un tournant décisif dans la quête de justice en faveur du président Jovenel Moïse. Et selon le journal américain le New York Times, Joseph Félix Badiou pourrait être extradé vers les États-Unis. Autre point de l'actualité, entre 2012 et 2023, près de 2600 armes à feu de la police ont été déclarées perdues ou volées. C'est ce qu'a révélé les membres du groupe d'experts créé par le Conseil de sécurité de l'ONU. Selon ce rapport, certains ont l'habitude de vendre leurs propres armes à feu et munitions. Et toujours en ce qui a trait aux sanctions émises à l'encontre des personnalités haïtiennes, quelles sont les conséquences de ces mesures sur l'économie haïtienne et notamment sur le système bancaire? Un expert sur la question, Schiller Mésidor, répond à cette question. Bonsoir, Monsieur Mésidor, et merci de votre disponibilité à Metro News. Bonsoir et merci de m'avoir invité. La première chose, quelle est votre compréhension des sanctions émises à l'encontre de certaines personnalités haïtiennes, notamment des responsables de banques? Bon, avant d'entrer dans les sanctions, j'aimerais faire une mise en contexte pour les banques. Avant d'entrer dans les sanctions, il faut que nous comprenions d'abord la réalité des banques. C'est quoi une banque? Quels sont les avantages de la banque et quels sont les inconvénients d'une banque en Haïti? Malheureusement, le système bancaire en Haïti souffre beaucoup de mésinformations.
C'est-à-dire que c'est un boycottage systématique, je dirais. Donc aujourd'hui, je vais essayer de faire une présentation que je pense que la population haïtienne aura besoin. C'est quoi la banque? Allons-y. La banque, c'est une institution financière dont l'objectif est d'investir l'argent de ses clients, aussi simple que cela. Maintenant, chez nous, en Haïti, nous avons une très mauvaise définition de la banque. Nous pensons que la banque est notre coffret personnel. Également, il faut comprendre que dans un contexte international, la banque haïtienne est soutenue par la banque aux États-Unis qui elle-même est soutenue par le dollar américain. C'est-à-dire que chaque gourde est soutenue et supportée par le dollar américain. 3. Quels sont les avantages de la banque? La banque a toujours de cash flow, beaucoup d'argent, ça on comprend. Maintenant, les désavantages, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui et dans un contexte haïtien. Oui, justement, l'objectif effectivement de cette interview, c'était de parler des sanctions émises à l'encontre de certaines personnalités, notamment les responsables de banques. Mais merci pour cette présentation. Alors, nous allons rentrer en ce qui a trait aux sanctions même. Quelle est votre compréhension de ces sanctions qui sont émises? Je n'ai pas tous les détails des sanctions, mais ce que je peux dire, il faut que l'hypocrisie arrête. Les banques en Haïti sont au même niveau que la population haïtienne. Et comment expliquez-vous cela? Ok, je m'explique. Nos ennemis ont réduit le système bancaire en un bureau, de change. Okay. C'est-à-dire que les banques de la place n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre pour agir comme une banque devrait agir. Ok, vous parlez des ennemis sans vouloir vous discontinuer. Vous nous parlez d'ennemis. À qui faites-vous allusion? Bon, je fais référence directement à la communauté internationale. D'accord. Qui n'encadre pas les banques, les banques haïtiennes et qui espère que la population haïtienne se soulève contre les banques. Parce que ça a été bien calculé et c'est la réalité dans les pays du Sud. Les pays du Nord ne s'occupent pas des infrastructures dans lesquelles que les banques et ces banques-là doivent avoir comme prérequis pour fonctionner. Par exemple, nous sommes du système Bretton Woods. C'est-à-dire qu'on doit avoir un système de notation. Il y a un système de notation aux États-Unis, il y a un système de notation au Canada, il y a un système de notation en Angleterre. Mais il n'y en a pas en Haïti. C'est-à-dire que c'est pas bouclé. On n'a pas tous les outils, mais ils s'en coûtent pas mal. Parce que ce n'est pas le problème. Maintenant, avant d'entrer dans cette question de sanctions et de corruption, pourquoi est-ce que la communauté internationale s'érige toujours comme compétiteur vis-à-vis des banques privées? Pourquoi? Parce que pour comprendre cette question de compétition, il faut remonter jusqu'à la production du dollar américain, qui est le support par défaut de la bourse haïtienne. Comment est-ce qu'on produit le dollar américain? Le système haïtien a accès uniquement à 3% du dollar américain. Pourquoi? Parce que le dollar américain est une monnaie électronique. 97% du dollar américain est électronique. Maintenant, nous sommes dans un pays qui n'est pas électrifié. Donc, c'est-à-dire que le système bancaire n'a pas accès à 100% du dollar américain. Mais à cela aussi, ça ajoute l'insécurité. Donc maintenant, puisque les banques de la place n'ont pas accès à 100% du dollar américain, il y aura toujours une pénalité de dollar américain. Est-ce que ces choses révèlent de la responsabilité de la communauté internationale, selon vous? Si la communauté internationale peut oser sanctionner, elle pouvait également suggérer de bonnes pratiques. You have to follow the money. Il faut comprendre à qui cette situation chaotique profite. Cette situation chaotique profite directement
au pays du Nord. Ok, nous allons effectivement revenir sur ces sanctions, et que ce soit les sanctions prises par le Canada ou les États-Unis. L'objectif de ces sanctions, selon ces pays, c'est d'aider à combattre la violence des gangs en Haïti. Cependant, malgré ces décisions, on peut même dire que les résultats ne sont pas encore tangibles pour Haïti. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela selon vous? Bon, moi, je ne les prends pas au sérieux. Pourquoi? Parce que ces pays-là se donnent toujours l'autorité de faire ce qu'ils veulent chez nous. Donc, s'ils avaient de données assez suffisantes, ils viendraient chez nous les enlever pour les arrêter comme c'est la bonne pratique chez nous. Il faut comprendre c'est quoi un visa, c'est quoi une autorisation de voyage. C'est un privilège. C'est aussi simple que cela. Donc, tu peux décider de ne plus octroyer ce privilège à X, Y, Z. Maintenant, là, lui dire que bon, c'est parce que les banquiers ils sont de connivence avec les bandits, mais il faut venir avec les preuves. Pourquoi? Parce que c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que je peux définir cette relation avec les bandits à ma guise. Je peux dire que bon, c'est la banque qui fournit les bandits de munitions. C'est trop flou et c'est trop dangereux dans un pays comme Haïti. Donc, selon vous, ces sanctions ne sont pas assez justifiées? Non, ces sanctions ne sont pas assez justifiées et il ne faut pas les prendre au sérieux. Il faut rester focus sur l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est que les banques privées ont besoin de la stabilité en Haïti pour que les banques privées puissent créer la richesse, puissent créer l'argent ici en Haïti. Parce que nous sommes dans un système de dette. Donc, s'il n'y a pas de dette, il n'y a pas de production de dollars américains. Donc, à chaque fois qu'il y a dette, il y a production de dollars américains. Et nous n'avons pas cette capacité, nous n'avons pas cette possibilité de créer ou d'investir dans l'immobilier. L'immobilier est quasiment inexistant chez nous. Donc, il faut comprendre le dilemme dans lequel les banques privées se trouvent. Les banques privées ont besoin de stabilité pour fonctionner comme des banques, pour créer des outils financiers, pour créer des véhicules financiers, pour que la population et l'utilisateur final puissent en bénéficier. C'est là qu'il faut se focuser. Donc, vous parlez de stabilité. Est-ce que vous faites référence à la stabilité politique, sécuritaire? Est-ce que cette stabilité dépend de la communauté internationale ou ça dépend de nous, Haïtiens? Bon, écoutez, si la communauté internationale a décidé de sanctionner, c'est comme je disais avant, c'est parce que la communauté internationale sait qu'elle a un niveau de responsabilité. Moi-même, je leur retourne cette même question. Comment comprenez-vous qu'un pays comme Haïti, pauvre, qui souffre de tous les maux du monde, a placé une commande je dirais, pour notre sécurité nationale chez vous, et la commande n'a jamais été délivrée, alors que vous savez très bien que nous avons besoin de cette commande. Le pays en a besoin, la banque en a besoin. Les banques commerciales ont besoin. Les banques commerciales n'ont pas d'autre option que d'investir l'argent. S'il n'y a pas de stabilité sécuritaire, s'il n'y a pas de stabilité politique, les banques sont à risque et ils savent ce qu'ils font. Lorsque les banques de chez vous sont à risque, qu'est-ce qu'ils font? Banque mondiale, FMI vont venir investir chez nous. C'est pas faire. C'est pas faire. Donc nous autres, il faut être très prudents lorsque ces pays du Nord-là prennent certaines décisions. Alors, au début de l'année, l'ex-gouverneur de la Banque centrale, M. Jean-Baden Dubois, avait fait savoir que les sanctions internationales ne mettaient pas en péril le système bancaire. Entre-temps, nous savons que d'autres sanctions ont été prises. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut garder toujours cette quiétude d'esprit en ce qui a trait aux impacts directs sur l'économie haïtienne de ces sanctions?
non, il faut pas avoir une quiétude d'esprit. Au contraire, il faut être très inquiet parce que la démarche est très dangereuse. En fait, ça me donne l'impression qu'ils sont en train de remplacer tout le système haïtien. Mais ils n'ont pas, mais ils n'ont pas ils n'ont pas de raison Valable, on va dire. valable pour faire de telles actions. Donc c'est à nous autres, de protéger pardon, ce qui nous est de droit. Donc ces sanctions ont été prises. Quels sont les impacts directs de ces sanctions sur l'économie haïtienne? Bon, je dirais, ça nous fait juste à ce niveau qu'affecter la réputation des banques et la réputation des dirigeants des banques. Et puis ça s'arrête là. Maintenant, ce qu'ils font, c'est ils insinuent chez la population haïtienne de ne plus se fier au système bancaire. Alors que le système bancaire, il n'y a pas de système bancaire haïtien. Le système bancaire est un système bancaire international. Il n'y a pas que deux banques, il y a une seule banque. Il n'y a qu'une seule banque. Haïti souffre de ce qu'on appelle le bank run, c'est quoi? C'est qu'il n'y aura jamais assez de dollars américains pour les consommateurs. Mais ce n'est pas illégal, c'est légal. Les banques privées ne sont pas obligées d'avoir un sou de votre dépôt. Pourquoi? C'est parce qu'il y a une loi. Il y a une loi qui s'appelle le Fractional Reserve Banking qui, depuis mars 2020, donne aux banques privées la liberté de ne pas avoir un sou de votre dépôt chez elles parce que la banque a besoin d'investir votre argent. Et on ne peut pas remédier à cette situation? Très bonne question. Il faut être très intelligent. D'abord, il faut travailler avec le gouverneur de la Banque centrale pour lui dire, écoutez, nous sommes dans une situation très spéciale, il faut prendre des décisions très spéciales. Maintenant, il faut développer des dynamismes, stratégies, procédures et protocoles pour voir comment est-ce que l'utilisateur peut être satisfait, peut-être à 40 et à 50%. Par exemple, ils peuvent créer des formes à partir desquelles l'utilisateur peut dire, OK, voilà, approximativement, j'ai $1000 chez vous, approximativement, j'aurai besoin de $200 dans 15 jours, par exemple. Des choses pareilles. Donc, il faut innover dans le système. Donc, c'est ce que je pense que le système bancaire n'a pas fait. Le système bancaire n'a pas essayé de rencontrer la population à un niveau où les deux seraient satisfaits. Parce que le système bancaire souffre au même niveau que l'utilisateur final. Et vous avez expliqué pourquoi vous dites que le système bancaire souffre autant que la population. Avant de finir avec cette interview, il y a la question de l'émergence des BRICS, des pays BRICS. Est-ce qu'aujourd'hui, avec cette émergence, est-ce qu'Haïti devrait se tourner vers ce groupe, selon vous, M. Mésidor? Il faut être très prudent par rapport aux BRICS. Pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas de H dans le BRICS. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore d'espace pour nous autres Haïtiens. Il faut comprendre que c'est une tentative et je dirais c'est une velléité d'avoir une monnaie pour concurrencer le dollar américain. Nous avons déjà vécu ça avec l'euro. Maintenant, pour comprendre le BRICS, il faut comprendre la réalité, la vie dans ces pays-là, la vie au Brésil, la vie en Russie, justement, la vie en Inde, en Chine et en Afrique du Sud. Sauf les États-Unis d'Amérique, le Canada, ils ont un système qui marche. Ces deux pays-là, disons les États-Unis, c'est un pays où l'algorithme, si on suit un algorithme, et on peut partir de la pauvreté extrême jusqu'à devenir riche, parce que le système s'en est déjà occupé. Est-ce que je peux dire que c'est la même réalité pour ces 5 pays-là? Non. Je comprends qu'ils ont beaucoup de pétrole, je comprends qu'ils ont beaucoup de ressources naturelles, mais les États-Unis également restent un pays vierge. Le Haïti reste un pays vierge. Cependant, on peut toujours commencer par voir quels seraient les avantages pour nous autres Haïtiens dans ce système. Mais ce système
j'en doute fort que Haïti soit prêt pour de tels systèmes. Parce que nous ne connaissons pas, nous ne savons pas quel algorithme qu'ils utilisent pour faciliter la vie et la qualité de la vie chez eux. Merci, Monsieur Mésidor, pour vos précisions. Merci et c'est toujours un plaisir. Voilà, c'était le coach en développement personnel, Schiller Mésidor. Avec lui, nous avions fait le point sur les sanctions émises à l'encontre de personnalités haïtiennes, notamment certains responsables de banques. Le rapport soumis au Conseil de sécurité des Nations Unies en ce qui concerne des personnalités soupçonnées d'être de connivence avec des gangs est une énième insulte pour la justice haïtienne, estime l'entrepreneur Ashley Larac, tout en reconnaissant la qualité du travail fourni par les experts indépendants dont leurs mandats ont été renouvelés ce 19 octobre. M. Larac souligne qu'aucune preuve n'est disponible par rapport aux faits reprochés aux personnalités indexées. Toutefois, il remet en question le fait qu'un homme d'affaires soit épinglé par le fait qu'il soit obligé de payer des groupes armés pour protéger son entreprise et ses employés. Suivez ces explications avec Rodolphe Pierre-Louis. Merci Monsieur Larac parce que vous avez accepté l'invitation de Métropole. On sait que cette semaine, il y a un rapport qui a été rendu public par un comité d'experts indépendants et ce rapport a été soumis au Conseil de sécurité des Nations Unies qui, de son côté, les membres du Conseil sont en train d'analyser pour voir quelles mesures seront adoptées à l'égard des personnalités qui sont indexées dans ce rapport, des personnalités politiques. Mais à première vue, ou même qui prend connaissance partiellement de rapport ça, qui j'en comprenne rapport là. Bon, son rapport que j'attends depuis longtemps, au fait. C'est pas un bagaille. C'est par rapport à la bonne surprise. Compte tenu du rapport là, suffisamment travaillé qui pour lui confirmer les indices que nous avons déjà gagnés en Haïti sous implication de certains mondes. Naturellement, nous n'avons pas suffisamment de bagailles qui pourraient être, puisque la justice haïtienne lui-même, par exemple, prononcé sur ça. C'est dommage que ce soit des experts étrangers qui prononcent sous implication présumée certains haïtiens avant que la justice haïtienne lui-même prononce le suivi. Donc, je crois que le rapport ça son énième insulte à un système de justice. Moi, je ne parle pas d'insulte. Ce n'est pas que moi mauvais pour autant, c'est pour montrer un état pays. Là, ça veut dire que nous ne sommes pas capables nous-mêmes faire déduction ceremonielle assessment. Nous avons que c'est international là qui nous fait pour nous, qui pour montrer qui côté gagné, qui est-ce qui met gang, qui est-ce qui va mettre gang, alors qu'il y a suffisamment de déclarations faites dans la presse et suffisamment de preuves qui montrent qui est-ce qui a mené trois cas dans le Et bon, moi-même, j'ai pour habitude, tant que justice pays, il faudrait-il que la justice correcte, c'est vrai, prononcer sous le rapport ça, disons le truc. Donc, on a toujours souhaité que document ça et que vous soumettez à l'autorité haïtienne, notamment les autorités judiciaires, pour des suites nécessaires. Bon, c'est évident, parce que vous ne pouvez pas déclarer un citoyen d'un pays coupable ou présumé coupable sans que ou pas ouais avec justice paysan qui pour lui-même et fait enquête par lui et puis produire les éléments. Et c'est vrai que il y a des gens qui qui sans le bois de doute, tout citoyen a l'impression ou a presque certitude qu'il est coupable de bagaille, il n'y a pas de problème avec ça, mais il faut que la justice en lui-même prononce sur lui. International n'a pas décidé d'arrêter, pas arrêter, et puis justice pas dans lui-même rythme quelqu'un. Personnalité politique qui indexée, d'ailleurs, il y a catégorisé, il y a des personnalités politiques, il y a des hommes d'affaires, il y a des chefs de gang, mais personnalité politique qui indexée ça, est-ce que selon eux-mêmes, c'est pas un moyen qui pourrait permettre que l'autre monde qui pourrait penser entrer dans la politique en Haïti pour réfléchir par rapport à des décisions qu'il prend, à des mondes qu'il entreprennent des relations ensemble avec eux? Ça va dépendre de qui sanction et qui jugement qu'il va faire de nous. Et pour désintéresser un monde à rentrer dans la politique là ou bien faire contrebande, il faut théoriquement sanctions balancer avec les problèmes que le monde a posé ou infraction que le commet là. Ce que nous pouvons supposer pour un jugement. Il y a une perception tout l'étranger que nèg qui finance gang nan ou bien nèg qui bail
quel que soit chef de gang non comme, même si c'est pour le protéger business par, revenu par lui, c'est ils posent un acte coupable, un acte délictueux. Alors que ce n'est pas forcément vrai. Parce que si dans l'autre côté, sur l'autre perspective, vous considérez que Mounsa a un 100 employés qu'il a avec lui depuis 20 ans, 30 ans, l'a pas assuré sur vie sans employé ça. Mais il est obligé de consentir un minimum d'efforts pour lui, parce qu'il a pris son élit, pour le payer de droit gang, pour le capable de protéger bien lui, protéger l'équipement lui, et permettre que l'employé continue de travailler, pour ne pas mettre vie en danger. Donc si nous regardons sous perspective ça, il y a probablement certains gens qui peuvent l'accuser, qui ne pas mériter l'accusation dans une perspective uniquement haïtienne. Donc, il y a plusieurs cas comme ça. Il y a des gens qui ont perdu tout équipement, tout ça investi pendant toute vie. Si vous n'avez pas résigné, vous payez une espèce de loyer ou de tribut. Ben, gang dans la zone, puis vous ne pas venir piller la caillou. Donc, mis à part rapport ça, il y a un sommet qui s'est fait Ottawa, c'est Canada, côté que le Premier ministre haïtien lui-même, sous directive Canada, il était allé participer dans ce sommet ça, ensemble avec des pays de la région, de la Caraïbe. Donc là maintenant, pays ça yo même estimé que l'insécurité qui en Haïti a, li gagne un impact négatif la caillou parce que jusqu'à présent c'est des pays qui a mené des discussions, entreprendre des pourparlers pour voir qui solution qui est capable d'adopter et même aller très loin pour demander à la communauté internationale là qui est capable de résoudre le problème haïtien parce que yo même dans la région yo menacé. Je ne crois que Jamaïque ou Saint-Domingue qui a plein d'impact négatif à Haïti. C'est trois cas de trafic de drogue qui sorti passé par la République dominicaine ou bien sont en Jamaïque. C'est-à-dire, trois cas de monde qui est en Haïti qui a fait trafic de drogue, c'est deux Jamaïques qui ont approvisionné si c'est marijuana on en a parlé. Et Zamdou, je crois que c'est à partir de pays ça que sorti jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire que toute balle que nous apprenons, c'est sous frontière dominicaine qui passé, c'est sous frontière, c'est à partir de l'Amérique, on a le prendre le canot de Jamaïque avec du trois bails comme ça. Donc, bon, peut-être que il doit y avoir deux, trois autres pays, Curaçao, Martinique, Guadeloupe, qui peut-être qu'à plein, mais en règle générale, les pays ça a plein, pas qu'on pour qui ça, parce que nous-mêmes nous capables d'accuser autour du fait qu'ils ont entretenu violence la caille. Et ma foi remarque un bagage, pas qu'aucun gang en Haïti, côté théoriquement d'après, puisque nous, seule information que nous avons, c'est les réseaux sociaux. Théoriquement, toujours il y a deux Dominicains dans chaque gang en Haïti. Donc, déportés Dominicains, que la République Dominicaine n'a pas un contrôle sur eux, mais en Haïti, ils viennent jouer. Et puis, toujours il y a deux. C'est-à-dire, gang Timacac là, il y a deux Dominicains, il y en a des deuxième chef gang Timacac. Il ne faut pas oublier ça. Enfin, c'est ça, les réseaux sociaux. Et la police n'a pas infirmé, donc ça veut dire que le confirmer. Donc, je crois que il y a beaucoup plus influencé négativement que nous-mêmes nous capables d'influencer négativement. Il y a un chef BINUA lui-même qui fait connaître que la communauté internationale a besoin de joindre un accord politique entre toutes parties politiques dans le pays qui est capable de conduire à la tenue des élections. Donc, ça que lui montrer par rapport à la déclaration, ça, c'est que tenue des élections, nous ne pouvons pas parler de lui parce que yon parti dit lui-même maintenant qui logique la marché, yon l'autre parti dit maintenant qui logique la marché. Donc pour qu'on ait un accord politique, un faisceau politique entre tous les partis qui fait que son handicap par rapport à la tenue des élections. Bon, si on dit un accord, je crois que c'est son déclaration empreinte de beaucoup d'hypocrisie, puisque il rend compte que, et tout le monde a constaté, dans 27 ou 28 accords qui publiés, proposition d'accord qui publiée, qui fait, trois Canadiens sont d'accord sur le même point. Ils ont simplement formulé de manière différente. Mais il faut admettre que si on prend tout accord, ça, ou décortiquer, ou après que tout point est similaire. On graine bagaille que vous pas entendre c'est sur gouvernance transitoire. C'est le seul point côté personne n'a une formule côté le a intégré un groupe de citoyens représentatif de toute partie. C'est la gouvernance transitoire. Et si Blanc a imposé, puisque finalement,
Ils n'ont pas demandé de nous choisir Kenya, ni choisir aucun pays. Nous simplement dit nous besoin d'aide. Enfin, le Premier ministre a dit nous besoin d'aide. Si nous avons décidé que il faut que son pays étranger vienne aider nous, il faut que son pays étranger ait un support financier pour venir aider nous, combien de millions de dollars pour que ça peut demander pour mettre d'accord sur l'élection. Il y a une équipe de sécurité. Et tout homme est d'accord sur ça, depuis qu'il y a une sécurité, il y a une élection. Pour ça, on va commencer par la sécurité. Qui accord qu'on fait là? Nous ne pouvons pas faire un accord sur des si. Si pral une sécurité, qui le pral une sécurité? Que Kenya vienne là, étranger a fait ça, les Nations Unies fait ça pour le faire, il y a moyen, il y a une sécurité. Le ça, on a dit, mais comment l'élection va le faire? Et deuxièmement, il n'y a pas aucun côté influence le gouvernement actuel là sur les possibilités pour faire élection côté pas de problème. Bon, si nous avons un minimum de chambre, nous avons résoudre un peu le problème déjà. Pas de contre-pouvoir là, alors que si dans la province ou dans la collectivité, côté nous pas recensé aucun problème aujourd'hui, nous avons fait élection collectivité, nous avons un minimum de parlement qui peut être capable de contrebalancer le pouvoir actuel là, donc qui t'a résoudre un bon problème. Ils ont refusé de faire ça. Il y a la même logique, et élection générale, pour imposer notre président et qui pour lui-même influencer toute la reste collectivité. Alors que c'est inverse ça que vous faire. Il faut que la collectivité te rende plus difficile l'élection générale et l'élection présidentielle là, parce que chaque monde a un objectif par eux. Monsieur que Negwana, mais tout a dit priorité par eux, c'est par eux dans la zone. Donc, vous avez des communautés, ça qui a un bagage, chaque communauté, donc tu as plus pression sur la gouvernance centrale là, donc présidence là, et l'état plus intéressant comme challenge pour l'élection. Voilà, amis téléspectateurs, c'est bien l'analyste politique Ashley Larac qui t'a une compréhension de rapport ça qui soumettent par des experts indépendants au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, nous avons souligné que parmi eux, un point essentiel que nous questionner avec M. Larac, c'est surtout les comprendre, les reconnaître qualité de travail que experts indépendants eux-mêmes ont fait dans le cadre de rapport ça sur le banditisme en Haïti. Cependant, ils estiment que c'est une énième insulte pour la justice haïtienne qui laissait que c'est des étrangers eux-mêmes qui ont analysé une situation d'insécurité dans le pays. Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Autre information, des entrepreneurs haïtiens s'évertuent à relancer la filière du cacao. Autrefois florissante, cette filière continue de rapporter 8 millions de dollars annuels d'exportation. Selon l'agronome Jean Chesnel-Jean, PDG de l'entreprise Haïti KSA, à son avis, Haïti peut multiplier par 10 les exportations de cacao. Oui, il y a un peu d'espoir pour le cacao, qui fait que le cacao, par exemple, tout programme gouvernement qu'il a actuellement ou bien passé, le cacao fait partie des filières porteuses pour le pays. Je veux dire, le cacao, c'est quand même le troisième qui d'exportation, qui est environ 8 millions de dollars par année, qui a été exporté cacao. Cacao, 8 millions de dollars. Ça n'a multiplié par 10, au moins. La possibilité existe. Et puis, le cacao, c'est quand même plus de 130 000 familles paysannes qui est impliqué dans le cacao. Même d'accord avec que le cacao, effectivement, depuis plus d'une trentaine d'années, il y a un déclin parce que, bon, un bon contexte, que ce soit politique publique, que ce soit le réchauffement climatique, avec un bon manque de technique, dans le pays, manque de ressources humaines, fait qu'il y a un déclin. Mais par contre, depuis une dizaine d'années, il y a une dynamique assez intéressante pour nous pour faire cacao ça et reprendre le plastique et le dégayer, et même beaucoup de plastique dans l'économie rurale là, dans l'économie nationale là, mais tout dans l'économie famille rurale. Nous dit parce que je dis cacao tant que l'autre produit agricole, un chocolat, il prend, c'est pas qu'un chocolat haïtien, dépendamment de côté plante la sortie, qui va être lié, même Yamago, ou un chocolat qui a tel goût, tel arôme, suivant variété, suivant terroir là. Justement, nous-mêmes, nous commençons les industriels. Je veux dire, à l'étranger, les gens qui font chocolat, la France, la Suisse, Belgique ou les États-Unis, ils n'ont pas de chance ça. Ils disent qu'ils font du bin to bar, donc de la fève. Ils prennent fève là, ils reviennent en bas là. Parce qu'effectivement, c'est fève là qu'ils reçoivent, la graine qu'ils reçoivent à l'étranger. Nous-mêmes, nous disons non, nous faisons du root to bar. Parce que commencer depuis la racine,
Et ça permet d'enraciner avec un processus de recherche. Ça nous fait au début, nous travaillons avec le CIRAD, qui est le centre de recherche français. Nous travaillons avec CATIE, qui est le centre de formation qui est au Costa Rica. Dans l'ancienne plantation, que ce soit par exemple dans le sud, Torbec, Campérin, pied cacao, qui est paysan, les cacao Ancien Testament, dans le ravine Normand, par exemple, Jacques Mel, qui est des pieds cacao qui là depuis longtemps, que nous sélectionnons, nous identifions comme cacao qui bon, qui... Il n'y a pas de durée de vie? Cacao a une durée de vie, effectivement, mais cacao, il a fait n'importe 100 ans, bien entendu, après 40 ans, la décoite, la production, mais il a. Okay. Justement, ces pièces, nous identifions, nous avons identifié près de 250 pieds, dans Jacques Mel, l'Embarradère, et puis avec le sud, Campérin, Torbec, Saint-Louis. Pièces, nous avons observé pendant 2 ans. Après, nous avons 98 pieds que nous conservons dans des banques génétiques. Qui fait qu'aujourd'hui, nous avons un jardin clonal, une banque de germoplasme avec 98 cultivars de cacao différents. Donc, nous avons 98 goûts chocolat différents à partir des pieds. Et ces pieds, justement, là, nous mettons là, nous avons une banque génétique, nous avons des pieds. Maintenant, la pièce, la banque génétique, ça, il servi comme source de greffage, source de greffon. Là, nous certificat type cacao, nous faisons seulement ça avec une graine. Maintenant, nous avons la banque génétique ça, de greffe pour nous greffer les cacao. Parce que le clonage, comme nous connaissons, sont techniques pour reproduire au caractère identique à une autre variété. Et c'est ça que nous faisons. Par exemple, on nous dit il y a des milliers de cultivars qui ont goût, qui ont pas. Nous-mêmes, comme nous devons un travail de sélection de variétés en amont, nous connaissons 98 cultivars qui sont vraiment cacao local, qui ont un bon potentiel, qui ont un bon goût. Donc c'est eux-mêmes qui nous multiplier. Et ça, les gens pour multiplier, pour le même caractère, ça, il faut greffer. Il faut faire greffage. Il faut faire greffage là. Et c'est là que nous greffons là. OK. Nous sélectionnons plantes là, sous maman cacao, qui ont un groupe ancien. Nous gardons en banque génétique. Là, nous avons 3 banques génétiques, qui sont des banques vivantes, qui nous plantons pieds à eux, qui sont patrimoine du pays à tout, parce que c'est des variétés au niveau national qui conservent, qui documentent, qui disent telle plante, tel pied bas, telle caractéristique. Là, nous disons nous faire de la racine à la tablette, sous pain chocolat, il est bon pour l'hypertension, il est bon par exemple contre les rides, il améliorer toute capacité sportive. Il parlait par exemple de bosser mémoire, par exemple chocolat, expert il dit, parce que nous ne va inventer rien, il dit que le chocolat est bon pour l'hypertension. OK. Donc c'est une bien fait chocolat. Après chocolat, il est bon contre la toux, ça il dit, il faut perdre du poids. Donc si vous voulez, Gomban bien fait. Nous sommes au terme de ce journal, mais avant de partir, voici le rappel des titres à la une de ce soir. Après sa participation au sommet Canada-CARICOM à Ottawa, le Premier ministre Ariel Henry a pris le chemin du Mexique où il participera les 21 et 22 octobre à un sommet sur le développement et la migration. Près de 2600 armes à feu de la police ont été déclarées perdues ou volées entre 2012 et 2023. C'est ce qu'a révélé les membres du groupe d'experts créé par le Conseil de sécurité de l'ONU dans leur rapport rendu public cette semaine. Les sanctions internationales prises à l'encontre de certaines personnalités haïtiennes, notamment des responsables de banques, peuvent avoir de graves conséquences sur l'économie haïtienne, selon l'entrepreneur Schiller Mésidor et spécialiste sur les systèmes bancaires. Il était notre invité à ce journal. C'est la fin de Metro News. Merci de votre fidélité. C'est le week-end. Profitez pleinement de la vie et surtout rejoignez-nous sain et sauf lundi. Bonsoir.